Vous allez nous parler du mot division. Oui, division. Division dans la foulée de ce dont on vient de parler, mais c'est un peu le contraire du progrès, c'est-à-dire que c'est le moment où le préhistorien va essayer de découper dans tout l'ensemble de ce... Alors ça, c'est valable pour toutes les époques. En gros, division, moi, ça me fait penser spontanément à la taxinomie, et donc à la façon d'essayer de distinguer alors des objets qu'on va définir, donc qui pourront être des périodes ou des époques, qui pourront être des cultures, des civilisations, des groupes, enfin différentes notions, différents concepts qu'on va choisir par rapport justement au cadre général dans lequel on va se replacer, sans qu'on est dans un évolutionnisme, on va dire triomphant, très prégnant, ou qu'on va être dans une démarche plus culturelle ou historique. Et sur quoi se fondent les premières divisions qui sont faites du Paléolithique? Alors les premières divisions, c'est là où la préhistoire, on va dire, trace un peu ça, c'est un peu la traçabilité, son origine malgré tout de sciences naturelles. Elles se font essentiellement sur la faune, hein, sur les faunes. Et donc là, c'est Édouard Lartet en France et d'autres chercheurs. Et donc c'est finalement une façon de recaler les outils et les objets fabriqués par l'homme en stratigraphie avec les faunes qui, elles, sont mieux connues, sont connues, alors que l'homme qu'on découvre, lui, ne l'est pas. Donc c'est la première étape. Ensuite, on va passer donc à la classification dite industrielle, où on va véritablement commencer à travailler sur les objets eux-mêmes, sur les artefacts. Et là, c'est l'application, non plus de l'histoire naturelle, mais l'application de l'archéologie, l'application du système des trois âges, des trois âges de Thomsen, et le travail donc sur les collections, le fait de les classer, de les regrouper différemment et de retrouver cette évolution dans les outils. Le système de Lartet de paléontologie, il est encore utilisé, en tout cas en paléontologie, pour... Oui, alors en fait c'est un peu complexe parce que en fait ce qui se passe c'est que Lartet donc commence à développer son système et dans ses derniers articles il se pose des questions sur en gros il dit voilà bon, je cale mes industries par rapport aux faunes et apparemment donc une fois l'opération faite il y a quand même des choses qui sortent, enfin, qui se dégagent de l'examen eux-mêmes des industries reclassées d'après la faune. Et donc, il est dans l'idée que pourquoi ne pas travailler directement sur les industries. Sauf que, alors là, on est plusieurs à pas être trop d'accord. On n'a pas tous lu les mêmes articles apparemment de Laurent Lartet, mais moi j'ai toujours l'impression que Lartet ne saute pas le pas, il reste quand même un peu crispé sur sa classification paléontologique. D'autres historiens disent non, mais non, il y va, il l'écrit, c'est entre les mots, mais il a bien conscience que c'est sur l'industrie qu'il faut fonder les divisions, etc. Ce qui fait qu'ensuite, quand Mortier déboule avec sa classification industrielle, de fait, donc lui, il se fonde sur les outils, il nomme différemment toutes les périodes, on a pu H. Durel, on a Magdalénien, etc. Sauf que, malgré tout, il garde à peu près le même schéma. Et au début du XXe siècle, quand l'abbé Breuil reprend tout ça, à partir des travaux d'Édouard Piette, qui est contemporain de Mortier, mais qui travaille un peu comme Lartet aurait travaillé s'il avait vécu jusqu'à un âge canonique, finalement, Breuil dit, voilà, mon Mortier s'est trompé, sa méthode n'est pas bonne, mais en revanche, la chrono de Mortier elle-même, elle n'est pas mauvaise, parce qu'en fait, c'est juste celle de Lartet qu'il a piquée à Lartet. Donc, au final, on a d'une certaine façon un peu la même chronologie qui perdure, jusqu'à Breuil. Après, Breuil va refondre. Breuil et tous les autres préhistoriens de la première moitié du XXe siècle en France. Hein. Et finalement, donc ils vont refondre entièrement tout ça, mais c'est d'une certaine façon un peu la même classification qui perdure, même si les noms et l'apparence a changé. En revanche, Breuil, lui, va conserver toute la nomenclature de Mortier. Voilà, le solutréen, le magdalénien, toutes ces choses-là vont arriver jusqu'à nous, puisque nous, ce sont des mots que nous utilisons encore.
mais la substance même de ces divisions va être complètement vidée. Et entre le moustérien, parce que c'est plus pratique, de Mortillier, le moustérien de Broglie et le moustérien de François Borde, il n'y a que le nom pardon, qui est identique. Ça n'a absolument rien à voir. Et ni parce que ça désigne, donc une période chez Mortillier, une industrie chez Broglie, une culture et des faciès, un complexe chez Borde, etc., ni par tout ce que cela suppose pour l'élaborer et l'analyser, mais encore plus par la place que ça prend dans la compréhension globale de l'homme préhistorique. Donc d'une certaine façon, c'est au moment où on a l'impression que les chronologies sont abandonnées, sont dégagées, qu'elles perdurent effectivement. C'est vrai que Mortillier et l'Arté, c'est très proche, il n'y a que l'emballage qui change. Alors qu'à partir du moment où on a l'impression que la chronologie s'installe pour se développer, en fait, elle est complètement balayée et complètement refondue, en gros, au début du XXe et après 1950. Ces noms de culture, en fait, est-ce qu'ils ne sont pas conservés justement parce qu'ils sont assez neutres et qui correspondent à des lieux plutôt qu'à des contenus? Oui. Puisque par exemple le système de Piette, il va être totalement abandonné parce qu'il a des mots très précis et qui signifient des Alors, choses. un des grands problèmes du système de Piette, c'est que d'une part, les mots sont totalement imprononçables et avec des racines grecques, latines, etc., que les préhistoriens connaissent à la fin du 19e. Bon, la plupart, à la fin du 19e siècle, on fait du latin, on fait du grec, mais malgré tout, c'est des trucs absolument inutilisables. Et puis surtout, contrairement à Mortillier, qui lui, dès les années 1869-1872, pose ses premiers jalons, et ensuite il ne fait jamais qu'en rajouter. Le dernier état de la chrono de Mortillier, en 1897, ça va du tertiaire au temps mérovingien. Il a juste déployé et rajouté des périodes, mais il n'a changé ni le système, ni les quelques premières périodes qu'il met en place en 1869. Il avait juste étoffé. Alors que Piette, tous les ans, ou peut-être même plusieurs fois par an, c'est souvent tous les ans dans les congrès de la FAS, de l'Association française pour l'avancement des sciences, mais encore dans d'autres différentes revues entre-temps, ils refont entièrement, en gros, à chaque campagne de fouille, ils revoient sa stratégie et ils refont tout. Et ils représentent, et chaque fois, donc ils changent les mots, etc. Donc, d'un article à 2 ans de distance, les 2 articles de leur Piette n'ont absolument rien à voir. Et c'est totalement inutilisable, à une époque en plus où les préhistoriens sont en grande majorité des amateurs, et où, entre le système de Piette, ça n'explique pas tout, mais entre le système de Piette qui change de 3 mois en 3 mois et où tous les mots sont incompréhensibles, et le système de Mortillier qui n'a pas changé entre 1869 et 1897, et où les choses sont claires, sont simples, et où finalement, quand j'ai le musée préhistorique à la main, cet album de 105 ou 105 planches, avec tous les types dessinés dans leurs variantes, etc., je peux, lorsque je vais sur le terrain, ramasser, faire des prospections, ou pour peu que je fasse une tranchée quelque part, sortir du mobilier, prendre mon livre et savoir si j'ai du moustérien, du magdalénien, du néolithique ou de l'âge du bronze, évidemment, on voit bien qu'il y en a un qui est directement efficace et opérationnel, c'est le système Mortillier. Et c'est un des éléments, c'est pas le seul, mais c'est un des éléments qui fera son succès, surtout que Mortillier aura une politique très, alors, je vais dire offensive, oui, mais en tout cas très ouverte de diffusion, de publication, avec ces 2 manuels qui sont le préhistorique et son musée préhistorique, qui est ce bel album de planches, directement utilisable et sûrement très utile à l'époque. Ces premières divisions de la préhistoire, elles se veulent universelles, mais est-ce qu'il y a eu des vérifications ailleurs qu'en Europe? Alors oui, elles se veulent universelles, et les vérifications, en fait, elles vont arriver avec le développement de la préhistoire orientale et donc la préhistoire coloniale, essentiellement pour le domaine français, l'Afrique du Nord, et pour le domaine anglo-saxon, l'Inde, etc. Mais donc ça, c'est effectivement quelque chose qui va poser problème. C'est-à-dire qu'au-delà des aspects, je dirais, théoriques, des aspects internes à la préhistoire et aux discussions qui ont lieu de congrès en congrès, etc., le problème, c'est pour les archéologues qui vont travailler notamment en Afrique du Nord, ça va être alors, tant qu'on est au paléo inf, bon, tout va bien, la chelin, il y en a partout, enfin, ça colle à peu près, mais dès qu'ils vont arriver à des périodes plus proches, et notamment au paléosup, il n'y a plus rien qui colle. Et alors,
voilà, comment est-ce qu'on explique ça? Et à partir du moment où on a en tête que la chronologie de Mortillier, elle est effectivement valable, pas que pour la France, je dirais, elle est à un tel niveau de généralité qu'en gros, elle s'applique à peu près bien dans l'ensemble de l'Europe occidentale, et même si on va un peu vers l'Est, en l'Europe de l'Est, ça continue à très bien marcher. Sauf que là, il y a des choses qui ne collent pas du tout, et finalement, ça va énormément mettre en danger Mortillier, enfin cette classification à certains moments, et ça va un peu finalement aussi appeler l'attention sur une autre classification qui est celle d'Édouard Dupont, qui est publiée la même année en 1872 au Congrès de Bruxelles, Congrès international à Bruxelles. En fait, il y a deux grandes communications sur la classification des temps préhistoriques. Celle de Mortillier, dont on a parlé, et celle d'Édouard Dupont, Édouard Dupont, c'est un chercheur belge, et comme par hasard, il va, lui, bâtir une classification dualiste. C'est-à-dire que son idée, c'est à partir d'un fond commun, à un moment donné, assez anciennement, il y a deux types de populations, les populations de plaine et les populations de montagne, qui vont évoluer différemment et qui vont se reconnecter à l'arrivée du néolithique. Et cette classification, elle a un grand avantage sur celle de Mortillier, c'est pas qu'elle résout la question du hiatus, c'est qu'elle ne pose pas la question du hiatus. C'est-à-dire qu'on a ce développement parallèle de ces deux groupes humains, et à un moment donné, les choses se rejoignent donc au néolithique. Mortillier, on a ce développement continu sur l'ensemble du paléolithique, et ensuite, au néolithique, on a quelque chose d'autre qui démarre, et il y a un hiatus entre les deux. En gros, il n'y a pas de ce qu'on appelle maintenant l'épipaléo ou mésolithique. Cette chose-là n'existe pas. Parce que c'est une classification aussi qui se veut purement verticale avec des étapes successives. Oui, tout à fait. Et que celle de Dupont, c'est celle où vont apparaître des choses contemporaines. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des différences aussi horizontales, au niveau géographique. Tout à fait. En fait, ça ouvre... donc, que la chronologie de Dupont soit valable ou pas, c'est important pour les Belges, je veux dire, c'est important pour la compréhension de la préhistoire belge. Justement, mais c'est important, c'est-à-dire que si on considère que la classification d'Édouard Dupont rend assez bien compte de ce qui se passe en Belgique, ça veut dire qu'il se passe en Belgique des choses qui ne se passent pas ailleurs. Et si, je dirais, il n'y a pas de raison, si la Belgique échappe au modèle Mortillier, il n'y a pas de raison de penser que c'est l'exception d'une région. Ça veut peut-être dire que la chrono Mortillier peut ne pas s'appliquer à plein d'autres endroits. Et de là à penser qu'elle est uniquement valable pour la vallée de la Vézère, puisqu'en gros, à part Solutré, qui est en Saône-et-Loire, tous les gisements de référence, c'est les gisements de la vallée de la Vézère. Donc ils sont fouillés à partir des années 1860. Donc c'est finalement quelque chose qui va... ça ouvre une brèche, voilà. Ça ouvre une brèche, ça montre qu'on peut penser différemment que dans l'idée d'un progrès linéaire, strict, etc. Et à partir de là, je dirais que finalement, le modèle de Dupont, c'est un peu le modèle que va proposer Perroni dans les années 30 avec le développement parallèle de l'Aurignacien et du Périgordien. Là aussi, on a rejeté tout ça. Ça ne rendait pas compte de ce qu'on perçoit nous aujourd'hui. Mais en tout cas, à un moment donné, ça a été important de poser ces choses-là et de dire ces choses-là sont possibles. Et à ce moment-là, au-delà du simple fait de dire... j'organise mes niveaux et mes industries différemment, ça casse carrément toute la conception des industries, des sociétés préhistoriques, des phénomènes et des processus préhistoriques, en disant on peut avoir à la même époque, bon, c'est évident pour nous maintenant, mais des sociétés ou des populations différentes qui ont disons qu'elles évoluent au sens très large différemment et qui coexistent, qui ont des rapports ou qui n'ont pas de rapport entre elles, etc. Et cette chose-là, c'est inimaginable pour un préhistorien français, on va dire orthodoxe, en tout cas matérialiste et positiviste, du dernier tiers du XIXe siècle.